Bonsoir et bienvenue sur la Noé TV. C'est la 3e émission. Après le succès de la Tzedaka TV et le record d'audience de l'émission spéciale Tu Bishvat, on prend un grand plaisir à vous retrouver pour un Pessar solidaire, une émission produite et conçue par l'Action Jeunesse du Fonds social juif unifié et mise en scène par les jeunes des mouvements de jeunesse et les volontaires en service civique. Jonas, on a le plaisir de te retrouver pour un Pessar solidaire. Alors, quel est le sens de cette fête ? Alors, Pessar, bien sûr, c'est une fête autour de la liberté. Les Bnei Israël, les Hébreux, sont libérés du joug égyptien, sortent d'Égypte et deviennent des hommes et des femmes libres. Mais dans le judaïsme, on entend cette liberté que si elle est accompagnée de beaucoup de solidarité. On est vraiment libre, on ne peut se réjouir à cette fête que si effectivement tout le monde l'est avec nous. D'ailleurs, une des premières phrases de la Haggadah est bien que quiconque ait faim vienne et mange, quiconque ait soif vienne et boive. 2 heures d'émission pédagogique avec un tuto sur le Seder, avec des reportages où on a suivi des jeunes volontaires en service civique auprès de nos aînés isolés, un sommaire très réjouissant, Déborah. Et toi, tu as accompagné l'ensemble des bénévoles qui sont allés chez des personnes âgées notamment pour leur apporter un peu de réconfort. Effectivement, Philippe, nous sommes allés avec les volontaires en service civique du FSJU Noé à la rencontre de nos aînés pour les former à l'utilisation de tablettes digitales, mais aussi leur donner un petit peu de réconfort en leur distribuant des Mishloach Manot pour Purim et enfin, bien évidemment, puisque c'est Pessar, à la confection des colis de Pessar. 2 heures de programme réjouissant, solidaire, inspirant et foncièrement solidaire, c'est maintenant. Sommaire. On révise le Seder de Pessar avec un tuto astucieux proposé par les militants des mouvements de jeunesse. Djoubini et le sens de la fête, l'interview de la rabbin Pauline Beb. Pessart voyage à travers l'histoire et les objets liturgiques par les fondatrices du voyage de Beth-Salel. Et en bonus, les dessous du film culte Les 10 commandements. Découvrez le reportage des actions solidaires de nos jeunes militants auprès de nos aînés et des personnes fragiles ou isolées. Ivrit et vite, savez-vous parler Pessar en hébreu ? Manishtana dans tous ses états, la séquence junior, en chant et en bonne humeur. Salut Lana. Salut Judith. Pour lancer cette Noé TV, on va commencer par un tuto du Seder de Pessar. Est-ce que tu sais par qui il a été tourné ? Oui, il a été tourné par nos jeunes militants des mouvements de jeunesse ainsi que les volontaires en service civique. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire Seder en hébreu ? Seder veut dire ordre en hébreu, d'où l'ordre des 14 étapes du Seder de Pessar. Nous allons revivre le passage du statut d'esclave à celui de femme et homme libre. Je vous rassure, en accéléré. Hey, salut à tous! La fête de Pessar célèbre la libération du peuple hébreu. De l'oppression des Égyptiens. Nous sommes passés du statut d'esclave à celui d'homme et de femme libres. Toute la soirée du Seder tourne autour de la transmission, de la liberté et de la solidarité. Vous ne savez pas encore comment se passe le Seder de Pessar ? Et comment il s'organise? On vous explique ça en quelques minutes. Kadesh. On remplit la première coupe de vin et on récite le kidouche. Pour ceux qui veulent s'économiser pour les 3 autres coupes de vin, Pensez à prendre du jus de raisin C'est chargé en vitamines. au fait, il faut boire la majeure partie de votre coupe. en étant accoudé, comme au temps des Grecs. Ou Khatz. On se lave les mains sans bénédiction. C'est de loin l'étape la plus simple à réaliser. Attention, on se lave les mains à l'eau. Pas avec du gel hydroalcoolique. Carpas. On prend du céleri et on le trempe dans de l'eau salée. C'est un mauvais moment à passer, mais cela permet de nous rappeler La condition d'esclave, De nos ancêtres les Hébreux. Yachat. Il y a 3 matzot, on prend celle du milieu et on la divise en 2, une partie que l'on repose dans le plateau. Et l'autre que l'on cache pour la ficomade. que l'on consommera à la fin du repas. Maguide. Là, c'est véritablement le top départ des hostilités Puisque c'est le moment où l'on ouvre nos Haggadot. et où l'on raconte les péripéties des Hébreux lors de leur sortie d'Égypte. C'est à ce moment-là que débute la série des chansons connues de Pessar. Al-Armania, Manishtana, Veishe Hamda Dayenu. et les fameuses Djiplés d'Égypte. Ah oui, j'allais oublier. On boit le 2e verre de vin, avec modération bien sûr. Rortza. C'est le moment où on se lave les mains avec la bénédiction cette fois-ci. En d'autres termes, on fait Netilat Yadayim. Moti. On fait Moti, la prière sur le pain, la matzah. Matzah. On fait la bénédiction spécifique de la matzah. Maror. On prend une belle dose de romaine que l'on enduit de rares recettes Vous savez la préparation à base de dattes Que certains détestent. et que d'autres adorent.
Cette pâte à tartiner symbolise en vérité le mortier qu'utilisaient les Hébreux pour construire les pyramides. Le maror symbolise l'amertume de leur dur labeur. Korer. Cela signifie sandwich en hébreu. Vous prenez 2 beaux morceaux de matzah, Et vous y placez entre les deux de la romaine et une bonne dose de charoset. mettez le paquet sur la charoset. Pour tout vous dire, c'est de cette façon que les juifs dégustaient l'agneau pascal à l'époque du temple. La viande d'agneau entre les deux matzot. Shulchan Aruch. Voici arrivé le meilleur moment. L'heure du repas. Régalez-vous des plats typiques de Pessah. Mtsuki. Agneau confit, kneidler. Beteavon. Gardez tout de même une petite place pour déguster la ficomane en dessert. Vous vous souvenez? Le petit morceau de matzah qu'on avait caché au début du repas. Safoun, c'est l'étape de la ficomène. Alors je vous vois venir. Rien à voir avec Superman, Aquaman ou Wonder Woman. En revanche, vous êtes de vrais super-héros si vous arrivez à en manger, ne serait-ce que 30 grammes après le repas royal que vous venez de déguster. Barer, le birkat Amazon pour finir en action de grâce. Mais juste avant, Il faut boire la 3e coupe de vin. Hallel. Alors là, il y a un peu de lecture. Cette étape est faite pour les plus aguerris et les plus endurants. Nirtza. C'est le moment de ressortir votre plus belle voix encore quelques minutes. Bon, je pense que vous êtes fin prêts pour passer un bon seder. Pessah, Kacher, Vesamear Et solidaire. Bonjour Inès. Bonjour. Tu es militante au département éducatif de la jeunesse juive et volontaire en service civique Noé. Et tu vas nous présenter la prochaine séquence sous le signe de l'art. On retrouve Michel Finger, doctorante en histoire du théâtre, et Florence Soulam, experte en histoire de l'art. Elles sont toutes deux initiatrices du site Le Voyage de Betzalel. Pour une rubrique intitulée Pessart, Pessar et art, bien vu. un voyage passionnant autour des objets liturgiques de la table de Pessar, La revue des objets liturgiques par exemple, le plateau du Seder, le verre du Kiddush. et puis de merveilleux agadotes illustrés. Ah, j'allais oublier, en bonus, les commentaires d'un extrait du film culte Les 10 commandements. De Cécile B2000. On a l'immense plaisir de retrouver Florence Soulam et Michel Finger avec une très très belle bibliothèque. Vous êtes à Jérusalem à ce moment même? Nous sommes à Jérusalem. Michel et Florence, vous vivez en Israël, vous êtes des passionnés d'art et de cinéma. Alors, quel est votre parcours et comment vous vous êtes retrouvés toutes les deux sur ce site magnifique qui s'appelle Le Voyage de Betzalel? Il faut dire que c'est une idée de Florence. Nous nous connaissons depuis plus de 12 ans et Florence a eu l'idée de se demander pourquoi on parle d'art chrétien, pourquoi on parle d'art musulman et que jamais on parle d'art juif. Ok, c'est une idée qu'il a travaillé beaucoup. Donc je me suis associée à elle et comme moi je suis plutôt spécialiste de l'art du spectacle, j'ai travaillé avec elle tout ce qui concerne une maison d'édition. Alors racontez-nous c'est l'instant biographie express. Vous avez fait de longues études, vous êtes 2 universitaires, n'est-ce pas? Moi, j'ai étudié à l'école du Louvre, Histoire de l'art en France. Et puis, je suis en Israël, j'ai continué avec un doctorat en art juif sur 3 Megillot Esther enluminées au XVIIe siècle en Italie par un enlumineur appelé Pescarol. Et Michel, vous êtes passionné de cinéma. De spectacle en général. Je suis venue au spectacle très tard. Je suis rentrée à l'université après avoir fait des études qui n'avaient rien à voir en France. J'ai fait des études de théâtre à l'université de Jérusalem et ça m'a tellement plu que j'ai fait un doctorat sur un dramaturge juif français, Henri Bernstein, et j'ai continué avec Florence, j'ai continué avec Le Voyage de Betzalel à chercher qu'est-ce qu'il y a dans les théâtres juifs, qu'est-ce qu'il y avait de judaïsme, qu'est-ce qu'il y avait de juif dans le théâtre. Michel, vous avez une anecdote plutôt intime à partager avec nos téléspectateurs sur la magie de votre rencontre avec Florence, et ça parle d'identité juive. Voilà, exact. Je vous ai dit que j'ai eu une enfance différente, c'est-à-dire que mes parents étaient des rescapés de la Shoah et ils ont voulu me protéger et ils n'ont jamais parlé de judaïsme. Donc je ne savais pas que j'étais juive.
jusqu'à l'âge de 11 ans, où il y a une élève de ma classe qui s'est approchée de moi, qui m'a tapé sur le bras et qui m'a dit t'as un nom, t'es pas juive, toi. Et je suis rentrée à la maison pour demander à mes parents qu'est-ce que c'est d'être juif. Et mes parents se sont regardés, ils m'ont dit tu n'as pas à en avoir honte. Honte de quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Et pendant des années et des années, j'ai fait des recherches et des études et j'ai essayé, d'après les textes, de comprendre ce que c'est que le judaïsme. En rencontrant Flo, j'ai compris qu'il y avait des millions de gens dans tout le pays, dans tous les pays, que ce soit en Iran, en Irak, en Amérique, en Pologne, en Russie, en Afrique du Nord, qui avaient des rites, qui avaient des liturgies, qui fêtaient Pessah, qui fêtaient, il y avait Yom Kippour. Chez moi, Yom Kippour, c'était un jour comme les autres. Je savais même pas que ça existait. Et j'ai appris énormément. Une chose qui m'a passionnée, c'est quand elle m'a dit que une crécelle, dans certains pays, il n'y en avait pas. Et les gens, ils se frottaient les semelles et ils tapaient des pieds pour faire du bruit, pour effacer de façon physique le nom de Haman. Et j'ai trouvé ça merveilleux. C'est-à-dire que je passais de textes à des gens, à des faits, à des objets. Pour moi, c'était une merveille. Florence, Pessah, c'est sans doute dans le calendrier hébraïque une des fêtes qui fait la part belle à l'éducation et à la pédagogie. On se souvient de la question Manishtana qui va être posée le soir du Seder. Alors, en quoi les objets de Pessah sont-ils intéressants à observer, y compris dans l'histoire de l'art? Et on reviendra sur des commentaires de Haggadot illustrés, de Kos, de verres, de kidouche et de plateaux dans une deuxième partie. Mais comme disait Michel tout à l'heure, tout d'un coup, elle a vu en approchant les objets, les Haggadot, qu'il y avait une vie derrière tout ça. Et c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que le plat du Seder de Pessah, il est différent dans chaque communauté. Les Haggadot sont différents dans chaque communauté. Les verres de kidouche aussi. Et on suit le rituel par l'objet et ce rituel nous renvoie à la vie de ces communautés. Voilà. Et dans ce site magnifique qui s'appelle le Voyage de Bezalel, dont vous allez nous expliquer la genèse quand même, avec un certain nombre d'arts, d'objets qui sont répertoriés, de coutumes, de minagim aussi, eh bien, on retrouve une section sur Pessah, qui est assez bien fournie d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que le Voyage de Bezalel, qui s'adresse, je crois, aux éducateurs et aux enseignants prioritairement, et c'est, je crois, presque l'œuvre de votre vie. Oui, alors c'est un projet, le Voyage de Bezalel, qui touche les enseignants, la jeunesse, mais aussi des lecteurs qui s'intéressent au judaïsme, à l'histoire juive et à l'art. Et comment il est né? C'est qu'en 2008, l'histoire des arts est rentrée à l'école. Et on s'est demandé avec Michel pourquoi on ne ferait pas la même chose pour les arts juifs. Alors, on a questionné les arts juifs, on peut dire. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on a en art de l'espace? Qu'est-ce que l'on a en art du visuel? Alors, art de l'espace, les synagogues, art du visuel, les peintures, les gravures, les photographies, enfin, art du quotidien, tout ce que l'on trouve dans tous les objets cultuels. Art du spectacle. Oui, il y a beaucoup de films, il y a beaucoup de pièces de théâtre qui ont… Sur le site du Voyage de Bezalel, est-ce que justement on répertorie ces sources pédagogiques pour d'abord démocratiser un art juif dont j'ai envie de vous demander s'il n'est pas un peu tabou dans les mouvements de jeunesse ou chez les enseignants, comme si la représentation, elle nous posait encore un peu problème. Est-ce que vous avez le sentiment… Elle est, mais il faut voir que l'histoire de l'art, cette notion d'histoire de l'art, c'est né au XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe siècle. D'accord? C'est quelque chose de nouveau. C'est de nouveau. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est du tout et à quoi ça sert, l'histoire de l'art. Et au XXIe siècle, on fait rentrer cette matière dans les écoles. Alors, 18e, ça naît. Il en faut du temps. D'accord? Il faut du temps parce qu'il faut… l'art demande du temps. Et le temps, c'est ce qu'on n'a pas. On n'a pas de temps. Et l'approche
l'approche demande, par l'art, on approche l'autre, quoi. On touche à l'autre, on le regarde, on regarde ce qu'il fait, on a un regard différent, on apprend. C'est pas, voilà, l'histoire de l'art, c'est pas simplement des dates, d'accord? Je sais que moi, quand j'étais jeune, j'étudiais l'histoire et c'était étudier des dates. Alors que là, on n'est plus du tout là-dedans, on est dans ce que l'homme a créé. Voilà, dans ce qu'il fait de ses mains et dans ce qu'il fait dans le milieu donné où il se trouve. Comment construit-on ces fiches? Quel est le parcours pédagogique de chacun de ces nombreux onglets où on voit le commentaire d'une œuvre, mais aussi à l'intention des éducateurs, comment on peut mettre en place un Purimspiel, par exemple, ou une petite scénette. Est-ce que, au-delà de votre passion de l'art, vous êtes aussi des éducatrices dans l'âme et vous mettez à la place ce passeur? On essaye, on apprend. Il y a beaucoup à apprendre parce que, bon, on est historiennes toutes les deux et puis un peu universitaires des fois. Donc, oui, on essaye et puis on est aidé, on est conseillé aussi. Et oui, on essaie d'être à l'écoute et d'apporter. Ce qui est formidable dans votre approche sur le voyage de Bezalel, et on invite tous les internautes à aller se connecter, voilà, c'est là, en titre, ça apparaît, c'est non seulement cette pédagogie, mais cette sémiologie un peu, c'est-à-dire que là aussi, vous éduquez le regard des enfants et des jeunes et vous donnez des clés d'interprétation du monde et de faits sociétaux aux enseignants et aux éducateurs. Et Michel, vous nous confiez que vous étiez en train de travailler sur les héros juifs en les rendant contemporains, plus familiers finalement que ce que la tradition veut bien en dire. Alors, c'est une idée qui m'est venue. Quand on étudie la Bible, quand on voit des personnages, quand on lit les textes sur des personnages bibliques, ils nous sont un peu éloignés. Et imaginons que ces personnages, vivent au temps actuel. Qui serait Abraham? Abraham et Lot se séparent. Bon, c'est vrai qu'ils ont un peu d'argent, ils viennent des États-Unis. OK? Ils font un hôtel ensemble. Il y a des problèmes entre eux. Ils se séparent exactement comme dans l'histoire de la Bible. OK? Il y en a un qui va vers la mer morte, l'autre, avec massage, casino, destiné à des gens riches. Et Abraham qui fait une espèce de kibbutz hôtel où les gens qui veulent séjourner, ils travaillent dans la cuisine ou dans les champs pendant 2-3 heures pour payer les séjours. J'ai trouvé que ça pouvait coller. Abraham serait presque un illuminé aujourd'hui à tout lâcher derrière lui. C'est intéressant ce que vous dites sur la modernisation de ces figures quand même quasi totémiques auxquelles on n'ose pas toucher. Est-ce que c'est aussi une manière, dans cette créativité, de créer des storytelling qui vont permettre aux jeunes de mieux se réapproprier des fondamentaux de la tradition juive? D'abord, il y a deux choses. Il y a le travail de l'éducateur et il y a le travail collectif. Pour faire une scène, il faut qu'il y ait un régisseur, il faut qu'il y ait des comédiens, il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse l'éclairage, il faut qu'il y ait tout un travail de préparation et qui rentre, qui fait que les enfants comprennent de l'intérieur quel est le caractère du personnage biblique. Le voyage de Bezalel, ça s'adresse aux petits, aux moyens et aux grands. Ça réunit vraiment la famille. Et c'est plus qu'un site internet parce que vous l'avez rendu en relief avec de très, très beaux coffrets. Et si vous voulez soutenir le voyage de Bezalel et l'œuvre patiente et passionnée de Florence et de Michel, vous allez sur cette adresse email et vous allez y découvrir un véritable thésaurus. Merci Florence. Merci. Salut Michel. Merci. Et à très vite sur le voyage de Bezalel. Et on continue avec un commentaire des œuvres d'art de Pessard, une petite sélection commentée par Florence et puis en bonus, un film culte par Michel. Nous commençons par un panneau de bois peint en 1983 par Eliaou Sidi, un artiste d'origine bulgare, né en France qui vit actuellement à Jérusalem. En 4 scènes, il nous donne l'histoire de la sortie d'Égypte, lue chaque année à la table du Seder de Pessah. Regardons de plus près. Un couple assis, accoudé à une table, se remémore la sortie d'Égypte. Devant l'homme, une coupe de vin. Sur la table, à la place du plateau de Seder, un autobus de la compagnie israélienne Eged
ramène des passagers à Jérusalem en référence à la dernière phrase de la Haggadah, « L'an prochain à Jérusalem ». Il renvoie au vœu millénaire du retour à Sion. Sur le toit de l'autobus, un cercueil sur lequel on lit le nom de Joseph. Joseph qui fait promettre à ses frères de l'emmener avec eux lorsqu'ils quitteront l'Égypte. 400 ans plus tard, lors du départ, Moïse s'assure de transporter ses ossements. Les ossements de Joseph ramenés d'Égypte représentent la parole, la mémoire et la transmission de l'histoire. Juste au-dessus, dans le ciel étoilé, Moïse conduit le peuple hors d'Égypte, en référence à ce qui est écrit dans le texte de l'Exode. Les personnages sont éclairés par la lune, car c'est à la pleine lune que le peuple prend la route. Sous la table, que se passe-t-il sous la table? Les soldats égyptiens de Pharaon se noient quand la mer Rouge se referme sur eux. Une coupe au carré, des lunettes rondes, mais que font les Beatles sous la table? À ce sujet, l'artiste dit « Je dessine ce que je vois ». Sur la fenêtre arrière de l'autobus, à côté du colophon, les lettres Bet et Hey. Et Hey nous rappellent que la sortie d'Égypte a été orchestrée avec l'aide de Dieu. Une coupe de kidouche en argent. Cette coupe de kidouche en argent provient de Pologne et date du 19e siècle. Elle fait partie de la vaisselle utilisée pour la fête de Pessah, comme l'indique son inscription en hébreu, Shel Pessah, de Pessah. L'inscription est gravée sur un cartouche entouré de 2 lions rampants. Un fond de croisillon orne la coupe. Pendant le Seder, on boit 4 coupes de vin à différents moments. La première coupe est bue à la suite du kidouche. La seconde, lorsqu'on lit la sortie d'Égypte. La troisième pour le Birkat Hamazon. Et la quatrième pour la récitation du Hallel. Ces 4 coupes font référence aux 4 degrés de délivrance du peuple prononcés par l'Éternel. Je veux vous soustraire aux tribulations de l'Égypte, vous délivrer, vous affranchir, vous adopter comme peuple. Sur la table du Seder, une autre coupe, versée en même temps que celle du Kidouche, se trouve là. Il s'agit de la coupe du prophète Élie. Elle reste remplie durant tout le repas du Seder et certains décisionnaires nous disent que l'on n'a pas le droit d'y toucher. Le Gaon de Vilna nous dit que c'est le prophète Élie qui nous dira si on doit la boire ou pas. Une Haggadah du XIVe siècle. La Haggadah raconte la sortie d'Égypte. Elle est lue le soir du Seder. Avant le XIIIe siècle, la Haggadah fait partie du livre des prières quotidiennes. Après le XIIIe siècle, elle devient un livre indépendant. C'est au nord-est de l'Espagne, en Catalogne, au XIVe siècle, que la Haggadah devient un manuscrit abondamment illustré. Les décors occupent des pages entières. Ils illustrent les textes de la Genèse et de l'Exode, mais également la célébration de Pessah en Égypte et en Catalogne. La Haggadah de Ryland en est un exemple. Écrite sur parchemin, les enluminures sont à la gouache et à l'encre et les fonds complètement rehaussés d'or. 13 enluminures en pleine page décorent la Haggadah et elles se lisent de droite à gauche dans le sens de l'écriture hébraïque. Comme cela se faisait à l'époque gothique, l'histoire est racontée en épisodes. Les couleurs sont contrastées avec la tunique rouge et les bas de chausses noirs de Moïse. Il est dessiné tout en courbe, la tête penchée, et apparaît sur un arrière-fond complètement doré. Moïse est cité une seule fois dans la Haggadah et il apparaît ici à 5 reprises. On le voit berger à Madian. Il fait paître les brebis de Jéthro, son beau-père, au mont Horeb. Ensuite, il se déchausse devant le buisson ardent car il entend les paroles suivantes. « Ôte ta chaussure, car l'endroit que tu foules est un sol sacré. » Puis, on le voit tenant le bâton de berger à la main. Après, on le voit jetant le bâton à terre, le bâton qui se transforme en serpent. Et enfin, dans la dernière scène, Moïse saisit le serpent qui redevient un bâton.
La Haggadah d'Arthur Szyk, Les Quatre Fils. Arthur Szyk est un illustrateur de livres et un caricaturiste. Il réalise sa Haggadah entre 1932 et 1938. Comme il ne peut pas la publier en Pologne, car la Pologne est déjà sous domination nazie, il part pour Londres en 1937 pour superviser sa publication. Il doit alors accepter des compromis dans ses dessins et enlever les croix gammées qu'arborent certains de ses personnages. Finalement, la Haggadah voit le jour en 1940. La Haggadah d'Arthur Szyk comprend 48 miniatures. Ici sont représentés le sage, le méchant, le simple et celui qui ne sait pas questionner. Leur nom apparaît dans un encadré situé juste au-dessous de chaque personnage. Le sage, le chacham, est le juif cultivé, érudit, qui voue sa vie à l'étude. Le méchant, le rachat, est associé à un cavalier. Il porte une moustache en brosse, en référence à Hitler, et fume un cigare. Dans un premier dessin, Arthur Szyk lui avait mis un brassard avec une croix gammée. Puis il l'a ôté, devant la réticence des éditeurs à publier sa Haggadah. Le simple, le tam, est celui qui interroge les faits, et celui qui demande des réponses claires. C'est un bon vivant qui travaille, mais ne néglige pas l'étude de la Torah. Celui qui ne sait pas questionner est dans l'action. Il travaille physiquement, c'est un bâtisseur. Par le style vestimentaire sur cette Haggadah, si vous regardez bien, Arthur Szyk nous donne son interprétation des 4 caractères. Les vêtements du sage et du méchant nous apprennent que tous les deux ont de l'influence au sein de leur milieu. Le sage par son érudition, le rachat, le méchant par son arrogance. Les vêtements du simple et de celui qui ne sait pas questionner nous apprennent que tous deux connaissent le dur labeur, le simple pour nourrir et éduquer sa famille, et celui qui ne sait pas questionner pour travailler la terre et bâtir son pays. Sorti en 1956, Les 10 commandements est en partie un remake d'un long métrage muet sorti en 1923 du même réalisateur, Cecil B. DeMille. Le film a des moyens colossaux. Il bat tous les records pour l'époque. 7 mois de tournage, un budget estimé à l'époque à 13 millions de dollars et quelques 10 000 figurants, sans compter un casting prestigieux de merveilleux acteurs, en particulier Charlton Heston et Yul Brynner. Bien sûr, les effets spéciaux sont énormes. Le Nil, qui se transforme en sang, est réalisé par un simple tuyau d'arrosage qui envoie de la teinture rouge. La plaie de la grêle est effectuée avec du pop-corn. Et l'ouverture de la mer Rouge est en fait une chute d'eau réalisée en studio, et la séquence est filmée à l'envers et dupliquée symétriquement. Et enfin, c'est un très très beau texte, et je pense à la scène entre la mère de Moïse, Yochevet, et Bithia, sa mère adoptive. Quelles sont les sources de Cecil B. DeMille ? La Bible et le Midrash, des historiens, la version de 1923, 3 romans, et l'expertise de musées de New York, de Chicago, d'Égypte, et l'appui d'un rabbin de Los Angeles. Comment transmettre en images au cinéma, comment faire un récit cinématographique de quelque chose qui a été un miracle. Dans le texte de la Torah, Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Comment montrer à l'écran la main de Dieu ? Cecil B. DeMille a utilisé un personnage féminin pour contourner la difficulté. C'est la femme de Pharaon, Néfertari, amoureuse de Moïse, qui pousse son mari à résister et à ne pas faire sortir les Hébreux d'Égypte. Anne Baxter, c'est elle, la femme de Pharaon, Néfertari. Au cinéma, il y a toujours un traître. Et ici, le traître, c'est Dothan, qui est joué par Edward J. Robinson, qui est à la fois le surveillant des Hébreux, au service des Égyptiens, et aussi là pour inciter les Hébreux à construire le veau d'or.
Et comme il y a des silences dans les écritures de Cécile B. DeMille explique comment Moïse apprend qu'il est le fils d'une femme hébreu, grâce à l'existence d'une servante qui a gardé l'écharpe qui enveloppait Moïse lorsqu'il était dans son berceau. Et là, on peut voir Judith Anderson. Quels sont les partis pris ? Dans une annonce faite par Cécile B. DeMille, lui-même, avant le début du film, le message est clair. Les hommes doivent être libres et ne devraient pas vivre sous l'emprise d'une dictature. Souvenons-nous que dans les années 50, au temps de la guerre froide, la dictature, ennemie des États-Unis, était l'URSS, actuellement la Russie. En conclusion, on peut dire que même s'il y a des écarts, des ajouts par rapport au texte de la Bible, le film de 1956 de Cécile B. DeMille est extraordinaire. Cécile B. DeMille a fait des recherches considérables pour reconstituer les costumes, les décors, les plaies. Enfin bref, c'est vraiment un film à voir. Salut Jonas, ça me fait plaisir de te voir. Salut Sacha, moi aussi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une séquence bien connue, Jubini. Mais qu'est-ce que c'est Jubini ? Jubini, en fait, c'est la contraction entre Jew, juif, et Combini. Vous savez, ces interviews assez sympas qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Et nous, on s'est amusé à interviewer des personnalités importantes du judaïsme. Ah oui, je me souviens, on avait reçu les deux grands rabbins, Chaim Korsia et Olivier Kaufmann. Et aujourd'hui, quelle personnalité on reçoit ? Nous avons eu le plaisir d'interviewer la rabbin Pauline Beb, qui s'est prêtée au jeu d'expliquer toutes les traditions de Pessah et leur résonance aujourd'hui. Ok, bah super, on regarde ça ensemble. Alors le mot Pessah signifie passer par au-dessus. Donc ça fait référence à l'agneau et aussi au passage de l'ange au-dessus des maisons du peuple d'Israël au moment de la sortie d'Égypte. Mais en réalité, sauter ou passer par-dessus, c'est déjà une forme de liberté. C'est vrai que les rabbins ont pensé, comme vous sans doute, que le mot Pessah n'était pas suffisant pour exprimer cette notion de liberté, et donc ont appelé Pessah Zman Cherutenu, le temps de notre liberté, et c'est ainsi que la fête est désignée, en tout cas dans la liturgie, dans les prières. Alors parce que avant même la sortie d'Égypte, déjà on dit dans la Torah que lorsque ton enfant, enfin je veux le traduire ainsi, lorsque ton enfant te posera la question, eh bien Vehi Gadata, tu lui raconteras. Et donc cela signifie de manière assez étonnante que l'après-sortie est prévue avant même l'événement. C'est-à-dire que avant même que les enfants d'Israël soient sortis d'Égypte dans la Torah, on nous dit voilà comment tu vas narrer, raconter l'histoire. Et d'ailleurs, le mot Haggadah signifie raconter. Donc, le rabbin Jonathan Sacks, par exemple, dit que on transforme déjà à partir des paroles de la Torah tout le peuple d'Israël en pédagogue. C'est-à-dire que on dit la transmission est presque plus importante que la sortie d'Égypte. Voilà ce que tu dois dire, voilà ce que tu dois raconter. Et on aurait pu penser qu'il y a d'abord le récit de la sortie d'Égypte, et puis après on nous dit voilà, tu vas ainsi la raconter. Mais là, c'est vraiment prévu avant. Et donc, c'est une manière de nous dire que la transmission est encore plus importante de génération en génération. Et c'est ce qui se fait, puisque la fête de Pessah est célébrée depuis on va dire, la sortie d'Égypte, justement, presque 4000 ans d'histoire. Le judaïsme a justement cet aspect pédagogique, c'est absolument incroyable. C'est-à-dire que c'est par des éléments et des choses qu'on va ingérer. Vous dites manger la liberté, effectivement, on va absorber, ingérer, digérer, ou peut-être pas tout à fait digérer, mais on va en tout cas presque prendre possession de ces éléments. Donc par exemple les herbes amères, par exemple le parazim, la matzah. On va les intégrer à nous-mêmes. Et bien sûr, c'est comme si on
on intégrait ces principes de liberté, parce que c'est un peu comme la Madeleine de Proust, le judaïsme a cette capacité à dire de grandes idées dans des symboles très concrets. Tout le monde mange, quel que soit le lieu où l'on vient, enfin la nourriture est obligatoire et elle revient régulièrement. Et par le repas qui est une réunion, eh bien, on va discuter de tous ces mets, on va les commenter et ensuite on va les absorber. Et on dit bien absorber une leçon aussi. Et le mot leçon en hébreu, c'est l'écart, c'est-à-dire prendre quelque chose. Et donc, c'est ces aspects très concrets qui vont, dont on va se rappeler d'ailleurs toute la vie, parce que tout le monde se rappelle du goût des herbes amères ou du son de la matzah qui craque sous nos dents, et tous ces, ou du haroset, de ce mortier qui rappelle quelque chose de triste, mais en fait qui est doux. Donc, ce sont autant de Madeleine de Proust qui vont nous rappeler notre enfance, rappeler peut-être des grands-parents, ou rappeler le Seder de l'année dernière si on n'en a pas passé avant. La diversité, ce que vous appelez les chitotes, c'est-à-dire les manières de faire, c'est aussi ce qui caractérise la tradition juive. C'est-à-dire que les Juifs ont été dispersés dans de nombreux pays et partout où ils ont atterri, si je puis dire, eh bien, ils ont développé des traditions différentes. Alors, bien sûr, les plus connus, c'est les Sfardim et les Ashkenazim qui mangeaient du riz, qui interdirent le riz, par exemple. Ça, c'est la variation la plus connue, mais en fait, il y en a beaucoup. Et dans chaque communauté, il y a eu des plateaux de Seder, par exemple, qui ont été différents. Une coutume peut-être que j'aime en particulier, c'est celle qui consiste à jouer le Seder, en fait, à se lever. Alors, je ne sais plus très bien d'où vient cette coutume. Je crois que c'était chez des Juifs séfarades où ils prenaient leur serviette en mettant la matzah à l'intérieur et puis en la nouant et puis en la mettant sur l'épaule et en faisant le tour de la table. Et ça, c'est quelque chose qu'on a fait. Exactement. Et ça, c'est quelque chose qu'on a fait aussi pour les enfants et les adultes. C'est quelque chose d'extraordinaire parce que tourner autour d'une table, ça veut dire avoir un regard différent. C'est-à-dire voir le lieu où on est, le makom où l'on est, de manière chaque fois différente au fur et à mesure qu'on change de place. Et puis c'est amusant de jouer de manière théâtrale cette sortie d'Égypte, ça la rend encore plus vivante. Alors la Haggadah, c'est le résultat de siècles d'écriture et c'est ça qui est beau dans cette Haggadah, c'est de voir qu'il y a des textes qui datent de la Torah et puis il y a des textes qui ont été écrits au fur et à mesure. En fait, elle n'était pas un livre séparé au début, elle était un livre qui était attaché au Sidour, au livre de prière. Chez le Rav Amram par exemple ou chez Rashi, on trouve dans le livre de Rashi une Haggadah à la fin et ça reste attaché. C'est seulement au XIIIe siècle qu'il commence à y avoir des Haggadot, donc des livres de Pessah qui sont détachés, qui sont un livre à part. Et donc dans cette Haggadah, ce sont des siècles de commentateurs, de rabbins, des siècles d'écriture qui s'entretissent. Comme je disais, il y a des versets bibliques, ça c'est peut-être le plus ancien, mais il y a aussi des chansons qui datent du Moyen-Âge, et puis il y a bien sûr une grande partie qui date de l'époque de la Mishnah, de la première partie du Talmud, et ça devient un document très riche, et puis avec des enluminures, parce que un des textes qu'on autorisait à enluminer, c'est précisément la Haggadah, avec aussi la Megillat Esther, le rouleau d'Esther. Et donc, il y a de très belles Haggadot qui existent dans tous les pays. Alors, il y en a beaucoup parce que la Haggadah, on peut la résumer de manière rapide en disant, voilà, on raconte la sortie d'Égypte, l'esclavage, puis la liberté.
Ce qui me parle particulièrement, c'est lorsqu'on dit nous avons été avadim ayinu ata bnei chochin. Nous avons été esclaves et maintenant nous sommes libres. Et je rapproche ce texte d'un texte de la Mechilta de Yitro qui dit, très étonnant, qui dit « Aucun esclave n'est sorti d'Égypte ». Et j'aime beaucoup ce texte parce que en fait, lorsqu'on réfléchit, on dit mais c'est pas possible. Bien sûr, on raconte que des esclaves sont sortis d'Égypte, mais en réalité, ça signifie que pour sortir d'Égypte, il fallait déjà ne plus être esclave. Déjà faire montre d'actes de bravoure. Et notamment le fait de mettre du sang de l'agneau au linteau des porcs, ce qui est demandé aux enfants d'Israël avant la sortie d'Égypte, c'est un acte de bravoure puisque l'agneau était l'animal sacré de l'Égypte. L'Égypte, c'était un dieu égyptien. Donc, le fait même de demander de prier 3 jours dans le désert, c'est aussi faire acte de liberté, puisque le pharaon, c'était le dieu de l'Égypte, et c'est de dire, on a un autre dieu qui est différent de celui de pharaon. Et puis, c'est l'idée de dire qu'on est toujours en train de chercher une forme de liberté, c'est-à-dire que la liberté n'est jamais acquise une fois pour toutes. Et des idoles, on en a toujours, elles prennent des formes très très différentes aujourd'hui, mais est-on libre aujourd'hui, c'est la question. Et en tout cas, Pessah nous rappelle que hier nous étions esclaves, aujourd'hui libres, mais aussi aujourd'hui esclaves et demain libres. Alors, bien sûr, je vais dire qu'on ne parle pas assez des femmes parce que c'est vrai que l'histoire est racontée d'un point de vue tout de même masculin, mais c'est un peu normal parce que ce sont des textes qui datent d'époques patriarcales. Donc, c'est à nous de remodeler cette Haggadah et de la rendre actuelle et vivante. Alors, moi, par exemple, je parle jamais des 4 fils, mais bien des 4 enfants parce que c'est important d'inclure les filles comme les garçons dans ce processus d'apprentissage et de questionnement, puisque c'est grâce à eux qu'on va raconter. S'ils ne nous posent pas de questions, on ne peut pas raconter. Donc, ils ont une place absolument essentielle. Et je rappelle ça toujours parce que dans d'autres civilisations, les enfants doivent se taire à table ou même manger à la cuisine, etc., pas avec les adultes. Alors que là, non seulement on les invite à table, mais ils sont le déclencheur du récit. Et c'est eux à nouveau qui font que les parents vont narrer, raconter une histoire. Et là, donc pour parler des femmes qui ont permis la sortie d'Égypte, évidemment, Moïse naît entouré de ces femmes. Il y a aussi Shifra et Poua qui sont les Meyaldot, les sages-femmes hébreux. Donc on ne sait pas si c'est les sages-femmes des Hébreux, si elles sont égyptiennes ou hébreux elles-mêmes. Le texte n'est pas clair là-dessus, mais en tout cas, c'est un acte de désobéissance civile, c'est-à-dire c'est la première fois dans l'histoire où il y a des femmes qui disent non. Avec des hommes bien sûr qui sont pas très loin, mais qui disent non à un ordre cruel, criminel. Donc vous les avez cités, Myriam, Tzipora, Bithia, toutes ces femmes ont un rôle très important. Bien sûr, elles restent quand même dans l'ombre. On parle plus des hommes dans la Bible et c'est important de leur redonner leur place. Et c'est important aussi pour les femmes d'aujourd'hui, qu'elles puissent avoir des comment on dit en anglais, des modèles. Des role models, des modèles dont elles puissent s'inspirer. C'est bien pour les hommes comme pour les femmes d'ailleurs. Et donc de leur redonner une place autour de la table, qu'elles ne soient pas celles qui servent seulement, qui préparent et qui nettoient, mais celles qui ont une place aussi dans le récit tout simplement et dans la transmission du rite et de l'histoire. Un lien essentiel entre ces deux notions de liberté et de solidarité, parce qu'il ne peut pas y avoir de liberté sans solidarité. On ne peut pas être libre et se dire que le voisin n'est pas, ou avoir encore des esclaves dans le monde, et je crois il y en a encore beaucoup malheureusement, donc ça ne suffit pas de se proclamer libre, et il faut aussi s'assurer que d'abord on ne soit pas dans des situations d'emprise par rapport à nos proches, ou dans notre travail, mais aussi que dans le monde, on lutte contre toutes les formes d'esclavagisme. Et puis, la pauvreté est bien sûr une forme d'esclavage
l'esclavage et il faut aussi lutter contre ça pour au maximum pouvoir répartir lorsqu'on parle de nourriture avec cette injonction que toute personne vienne, qui a faim, quiconque a faim vienne et mange. L'ouverture du CEDER, c'est de montrer que à partir du moment où on sort de l'Égypte, tout être humain est égal à son voisin, que la dignité insufflée en nous depuis le début de la Genèse à Adam doit être présente et que donc on doit s'occuper de ceux qui sont dans le besoin, des nécessiteux et tendre la main pour aider tout le monde. Eh bien, il y a de nombreux messages, bien sûr, mais vous avez associé la liberté à la solidarité, mais aussi à la responsabilité. Pessar, c'est l'idée qu'il n'y a pas de liberté sans loi non plus, sans respect de la dignité de l'autre. Et c'est un message d'espoir absolument extraordinaire pour tous ceux qui sont sous une autorité pharaonique, quelle qu'elle soit. C'est que on peut être un tout petit peuple et quand même tisser cet espoir de libération, que la situation peut changer. Et il y a dans la prière en particulier Veuille chez Hamda qui dit qu'il n'y a pas un seul siècle où on a essayé d'atteindre la dignité du peuple juif ou même de l'exterminer, et pourtant on est toujours là. Donc c'est un message d'espoir extraordinaire pour tous les peuples. Dans le développement d'Agada, ce qui est intéressant, c'est que le plus petit CEDER, c'est finalement celui qui a eu lieu pendant la sortie d'Égypte ou même avant la sortie d'Égypte, et celui-là n'était composé que de 3 éléments, Pessar, Matzah et Maror. Donc ces 3 éléments-là, c'est, je dirais, le CEDER minimal, et puis après il a été augmenté de génération en génération avec un rite de plus en plus compliqué, élaboré, mais si jamais on ne peut faire que celui-là, il faut faire celui-là. Coucou Inès. Salut. On retrouve à présent nos volontaires en service civique du FSJU pour un reportage en partenariat avec le réseau Ezra. Nous les avons suivis sur le terrain pour des actions solidaires à travers différents projets. Noah est allé distribuer une tablette digitale à Marcel et lui a expliqué son fonctionnement. Chirel a déposé un Mishloach Manot, qui est un panier de douceur, à l'occasion de Purim. Et nos services civiques, notre magnifique promo, a aidé à la confection de colis de Pessar. C'est parti. C'est parti. Salut Noah, t'as ta petite tablette? Salut, oui, regarde. Elle est là. Waouh! Alors qu'est-ce que tu vas faire avec? Alors je vais la donner à Madame Cohen, qui est une personne assez isolée, donc on va lui installer pour pouvoir communiquer avec sa famille aujourd'hui. D'accord. Tu vas la briefer, c'est ça? C'est ça. Moi je connais déjà la tablette et aujourd'hui le but c'est de lui montrer comment elle fonctionne. Bon, alors on y va? C'est parti! Bonjour. Ça va, vous allez bien? Ça va bien, mamie, entrez. Regardez, je vous ai apporté des bonbons. La petite tablette. Ah. Celle-ci, elle est super moderne, elle est super jeune. Elle est très pratique au moins. Donc là, vous avez le chargeur et vous branchez ici en haut. Ok. Et vous branchez sur une prise normale. Vous l'allumez ici en haut. Quand je l'allume ici en haut, ben ça je saurai. Ouais. Ah oui. Alors pour l'allumer, vous glissez vers le haut, ok? Vous avez juste à glisser comme ça. Ah oui, comme mon tactile. Voilà, comme le tactile. Bon, là on va la régler. Vous avez un compte mail? Oui. Et ben on va l'installer. Comme ça après vous pourrez mettre les applications. Là, regardez, quand on arrive sur la tablette, vous allez comme ça vers le haut et vous trouvez toutes les applications. Ah bah les voilà. Elles sont toutes là les applications. Ah oui. Et on va en rajouter, on va rajouter celles que vous voulez doit mettre. Être là. Je vais sur YouTube, je vais sur Facebook et je regarde qui c'est qui m'a appelé, qui c'est qui m'a pas appelé. Alors maintenant, on va configurer le mail pour pouvoir télécharger les applications. Play Store, ça s'appelle, pour les applications et pour télécharger. Vous voulez WhatsApp? WhatsApp. Alors, WhatsApp, c'est là.
Et c'est en train de s'installer. Quand on arrive là, vous avez juste à tourner et ça arrive ici. Facebook il va se mettre ici, YouTube il va se mettre ici. Oui. Et toutes les applications que vous allez installer, elles vont arriver comme ça, ok? D'accord, oui. Pour revenir sur l'écran d'accueil, vous appuyez sur le petit rond, d'accord? YouTube, vous voulez essayer toute seule? Regardez, pour faire la recherche, c'est ici. Ah d'accord. Là, vous pouvez écrire. Ça je peux le faire. Hein. Oui, regardez. Tiens. F, c'est bon, R. Et voilà. C'est ça? Et nous aurons les autres. Et les oui. autres chansons. Et là, vous les avez toutes après. Vous les avez sûrement en dessous, regardez là. Voilà, oui. Quelle merveille. Très très contente. Et sur le Facebook, il y a même des recettes et des parties de prières rabbiniques qui nous annoncent que bientôt c'est Pourim. Et ben voilà, madame, on a tout configuré. Est-ce que vous voulez que je vous note sur un petit papier le mot de passe et l'adresse email? Comme ça, vous avez tout. Et comme ça, vous pourrez en profiter pleinement toute seule. Vous reviendrez jamais? Mais si, je vais revenir. Je vais vous noter l'adresse email et le mot de passe, d'accord? Oui. Allez. Et ben moi, ça m'a fait très plaisir de vous rencontrer, ça m'a fait très plaisir de vous aider. Et je vous rappelle et on se refait l'après-midi comme ça, d'accord? Si Dieu veut, il n'y a pas de problème. Mission accomplie, Marcel était super contente. Et puis on va revenir la voir pour finir tout ça et puis lui installer encore plus de trucs. Salut! Dans un premier temps, on prend un sac normal où il y a marqué Happy Pourim dessus. On commence par mettre une petite boisson, un jus d'orange pour prendre un maximum de vitamines. Ensuite, un petit produit de beauté. Ici, c'est un gel douche pour les madames et les messieurs qui veulent prendre soin d'eux. Ensuite, on prend un petit pain au chocolat, puisqu'une petite viennoiserie, ça fait toujours plaisir. Qu'est-ce qu'on a? Des chocolats Linette, c'est les meilleurs bails. C'est hyper bon. Et c'est la petite touche gourmandise. Faut penser à nous, même au petit-déj, une petite confiture bonne maman. Un petit loup parce que c'est pourri mais qu'il faut se déguiser. Et ensuite, pour la petite tisane du soir, on prend une petite tisane à la menthe et au citron. Voilà. Cet après-midi, il y a des volontaires en service civique qui vont venir et qui vont aller rendre visite à nos seniors et leur apporter une visite et en même temps un petit mets avec toutes ces bonnes choses à l'intérieur. Alors, étant donné que les personnes âgées sont très isolées et qui n'ont parfois pas de famille pour justement leur apporter un Mishloach Manot, le réseau Ezra a donc pris l'initiative de donner un peu de douceur à ces personnes en leur procurant un petit paquet, un petit Mishloach Manot qui est une des mitzvot justement de Pourim et qui, j'espère, les touchera. C'est bon, je suis parée, j'ai mon petit blouson réseau Ezra, mon petit shirt Noé et les Mishloach Manot. On est parti. Bonjour, donc on est enfin arrivé. J'ai une dame à qui on va donner le Mishloach Manot, donc on va monter chez elle et on va discuter avec elle un petit peu pour connaître son histoire. Allez, on y va. Ça sonne. La porte est ouverte. Merci. Ça va, vous allez bien? Ça va. Oh, c'est allé, comme tout le monde. Hein. Donc je suis juste venue vous déposer un petit Mishloach Manot d'Aimé. Regardez, tenez, je vous le donne. C'est un petit sac. Alors à l'intérieur, on a quoi? Là, vous touchez, on a un petit gel douche. Ensuite, là, on a un petit jus d'orange pour vous donner un max de vitamines. Alors là, c'est des petits gâteaux au chocolat. Et normalement, juste en dessous, vous avez une petite confiture. Est-ce que vous voulez qu'on vous appelle un peu plus souvent, histoire de prendre un peu de vos nouvelles ou de discuter avec vous? Ah, on vous le fait déjà? C'est pas Sandra, c'est vraiment charmante. Elle vient me voir de temps en temps. Elle m'a même sorti un petit peu dans le quartier, quoi. Bah écoutez, moi je vous propose qu'on se rappelle toutes les deux. Pour ça, vous me dites comment ça s'est passé la dégustation du Mishloach Manot. Vous me dites si vous avez bien aimé. D'accord, merci beaucoup. De rien, pas de souci. Prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir. Mission accomplie, le Mishloach Manot a été livré. La dame est très contente et nous aussi, parce qu'on a fait une bonne action pour cette fête de Pourim. Donc on espère refaire ça très vite. Elle était très contente. On doit s'appeler toutes les deux pour faire un petit récap de la dégustation.
Donc je vous en dirai des nouvelles si elle a aimé le Michelin Manotte ou pas. Salut, bye bye. Je m'occupe de la banque alimentaire de Fontenay. En fait, on a une banque alimentaire financée et sponsorisée par les différentes communautés de Fontenay-sous-Bois, mais aussi de Rosny-sous-Bois. Et notre objectif, c'est d'aider les familles nécessiteuses, principalement de l'Est parisien, aujourd'hui à Pessard, mais toute l'année. Et en fait, notre objectif, c'est de leur amener un accompagnement, principalement sur les denrées alimentaires. Donc avec l'ensemble des bénévoles, de la communauté, mais aussi au-delà de la communauté, ceux qui veulent venir nous aider, de constituer des paniers alimentaires, des colis. Et cette fois-ci pour Pessard, c'est pas moins de 150 familles qu'on accompagne pour qu'on puisse leur donner des denrées, que ce soit à la fois des denrées essentielles, la matzah, le recette, les matzot chumrot, le vin, le jus de raisin, des bonbons, des gâteaux, des jus, des sodas, du Nutella, le thé, le café, tout ce qu'il faut pour le petit déjeuner, pour le goûter des enfants, et que pour que eux aussi ils aient les salades, les accompagnements pour avoir de belles fêtes. Cette année, on a eu le grand plaisir d'avoir été aidé par le service civique du FSJU de Noé qui est venu nous aider, qui nous ont amené des bras, de l'énergie, des sourires. Et remercier plus particulièrement Dan, Judith et Aura qui sont venus nous aider, qui ont mis un paquet d'énergie, qui ont mis une super ambiance. Merci à vous. Merci. Bonjour, je suis Judith, volontaire en service civique FSJU. Je m'appelle Aura, je suis volontaire en service civique pour Noé. Bonjour, je m'appelle Bensas Portez, je suis un tout nouveau volontaire du service civique Noé. Et ce soir, on a préparé les colis de Pessard. C'était très important pour moi de le faire parce que quand j'étais petite, on en a reçu dans ma famille. On a eu la chance, avec notre groupe, de participer à des colis alimentaires. Ça a permis d'aider les familles défavorisées. Dedans, on a mis plein de choses. On a mis du jus de raisin, des paquets de bonbons, des matzot. Il faut savoir aussi que c'est quelque chose de très important dans cette période plutôt compliquée, d'aider encore plus que d'habitude, parce que ces gens en ont besoin. Et c'est pour moi une grande chance d'y participer. On s'entraide et on donne aux plus défavorisés. Ce qui m'a marqué, c'est que c'était super beau parce qu'il y avait des enfants de 5 ans, des grands-parents, même moi je suis venue avec mes parents, et c'était beau de voir toutes ces personnes qui venaient aider. En l'occurrence, les étudiants que j'aide pour lutter contre le décrochage scolaire, ce qui est très important pour moi. Évidemment, c'est une activité où on peut être pédagogique, on peut le faire avec les enfants, et ça leur apprend aussi à aider. Moi, je sais que plus jeune, je l'ai fait chaque année depuis que je suis toute petite. Je pense que la Tzedaka, c'est vraiment au centre de tout ce qu'entreprend la Torah. C'est l'idée de penser d'abord aux autres avant soi-même. Et dans cette idée d'abnégation-là, je pense qu'à l'approche de Pessah, c'est d'autant plus important de faire ça. Pessah, Kasher, Besaria et solidaire. C'est l'instant familial. Évidemment, Manishtana, c'est la question que le plus petit de la famille, traditionnellement, chante et pose la question à sa famille. Le soir du Seder. Manishtana, ça veut dire qu'est-ce qu'il y a de différent ce soir qu'un autre soir. Manishtana dans tous ses états. Nicolas,
Yoshvin uven misubin, ben Yoshvin uven misubin, alayla ze, kulanu misubin, alayla ze, kulanu misubin. Salut Elie, tu es le fondateur d'Accours d'Hébreu, ce fabuleux site linguistique. Exactement, accoursdhébreu.com. Merci beaucoup pour le compliment. accoursdhébreu.com, dans lequel vous pouvez apprendre l'hébreu depuis chez vous. Et tout de suite, nous retrouvons la séquence Ivrite et vite. Savez-vous parler Pessar en hébreu? D'ailleurs, j'ai vu que tu avais reçu 2 candidates, elles étaient douées? Shirel et Odélia de Toulouse et de Marseille, franchement, elles m'ont vraiment impressionné. En hayu mamash metsuyanot. Super, on regarde ça ensemble? Avec grand plaisir. Savez-vous parler Pessar en hébreu? C'est la question que je vous pose à chaque fête désormais. Et je vous propose un quiz de 20 questions. Comme à chaque fois, vous pouvez jouer de chez vous avec nous. En tout cas, j'ai 2 candidates qui se sont proposées, qui se sont jetées à l'eau, qui sont très courageuses. Et on n'a eu que des filles cette fois-ci. Comme quoi, les filles sont plus courageuses que les hommes, visiblement. Nous avons Shirel qui a 17 ans et qui est de Marseille. Salut Shirel. Coucou. Ça va? Ça va et vous? Nickel. On peut se tutoyer, Shirel. Hein. Ça va et toi? Ah, je préfère. Et nous avons Odélia qui a 21 ans et qui nous vient de Toulouse. Enfin, qui est à Toulouse, puisqu'on est, voilà, vous avez vu, on est à distance. Distanciation sociale oblige. Salut Odélia. Bonjour à tous. Ça va, tu vas bien? Ouais, ça va très bien et toi? Bon, nickel. On va tester un peu votre niveau d'hébreu. Je vais vous cuisiner. Bon, je cuisine pas très bien. C'est bien pour vous. En mode Kacher les Pessah, évidemment, on fait tout dans les règles ici. On va voir si vous avez le niveau pour faire le CEDER cette année. Shirel, ça va? Tu t'as un petit peu révisé? Ouais, ça va, je pense connaître. D'accord, ok. On est sûr d'elle. Shirel est sûre d'elle, hein, en tout cas. On va voir, mais je te souhaite en tout cas de gagner. Et Odélia, ça va? T'as un petit peu potassé avant ou tu te jettes à l'eau comme ça? Pas trop, on verra, je me jette à l'eau. Ouais, on verra ce que ça donnera. Voilà, c'est ça, on y va au talent. Bon, je vous lis les questions. Les questions vont s'afficher aussi à l'écran. Vous me donnez votre réponse à la fin de ma question, d'accord? Parce que vous êtes sûrement des génies incarnés de l'hébreu, du judaïsme, de l'histoire juive, etc. Mais vous me laisserez quand même poser mes questions. Sinon, à quoi je sers? Attention, est-ce que vous êtes prêtes? Mouchanot? Yeah. Metsuyan. On va commencer avec la première question. Que veut dire le mot Seder? Ordre, désordre, étape. Réponse A. Ah, Odélia a répondu avant. Je ne sais pas si la communication est meilleure sur Toulouse, mais en tout cas, c'est Odélia qui a donné A, ordre. Et c'est une bonne réponse. Odélia, tu as la première bonne réponse. Super. C'est tout ce que ça te fait. C'est que la première, hein, il y en a encore d'autres. Donc Odélia, bonne réponse. C'était évidemment ordre. Seder veut dire un ordre. Shirel, c'était ce que tu voulais dire ou pas? Non, moi j'ai dit la C, je pensais que c'était étape. Tu pensais que c'était étape? Ouais. Ah bah écoute, pourtant c'est la base de la base. Hein. Quand vous dites à Kol Beseder, tout est en ordre. Ah bah ouais. Oui, mais ça paraît un peu peut-être logique quand on pense à Seder, les étapes. C'était le petit piège. Allez, on continue. Comment désigne-t-on les étapes du Seder? Simanim, Shlabim, O Sdarim. B. Alors, qui a dit B en premier? Shirel. Moi. Shirel, B, Shlabim, non. Ah, non, j'ai dit C, moi. Moi, j'ai dit C. Tu as dit C, faux. Bon, moi, j'avais dit B, donc c'est faux aussi. Bon, bah, vous avez eu faux les deux. Ça se dit Simanim. J'avais jamais entendu. Quelqu'un sait ce que ça veut dire Simanim ou pas? C'est les signes. Bah oui. C'est comme ça qu'on les appelle en hébreu. Les étapes du Seder, ça se dit Simanim. Les signes. Comme Siman Tov, Vemazal Tov. D'accord. Ah, mais il faut penser à ça. Ah non, il faut pas penser à ça, mais bon, je vous dis d'où ça vient. Bon, bah écoutez, 1-0 toujours.
Attention, troisième question. Le mot Pessah vient du verbe lifsoar, qui signifie sauter, enjamber, sauver. Ah. Odélia? Ah, on l'a dit en même temps. On a dit toutes les deux A en même temps. Ah, c'est une mauvaise réponse, malheureusement. On dit que ça veut dire ça à l'école. Oui, on apprend ça à l'école que c'est sauter. C'est pas Non. enjamber peut-être. C'est enjamber, exactement. Odélia, je te donne le point à toi parce que tu l'as dit. Mais ça se fait pas. Attends, Chirel, attends, la bonne réponse. Et toi aussi, il fallait dire, si c'est pas sauter, c'est enjamber. Il y a 0-0. Et puis on a fait photo les deux. Je savais pas qu'on avait le droit de redire. C'est nul. Bon, ok. Puisqu'il y a des plaintes, je reste dans les règles, je reste dans les clous. Vous savez que je suis tout puissant ici. Je peux dire qui gagne, qui perd, même si c'est pas la vérité. La dictature un peu en fait. Ben, un petit peu, vous avez compris. Bon, on reste dans les règles. Tu as raison, Chirel. 0 partout sur cette réponse. C'était enjamber, l'ifsoar. Parce que Dieu a enjambé les maisons. Passé par-dessus. Eh oui. Et d'ailleurs, en anglais, ça se dit Passover. Mais c'est pas le sujet. Donc, c'était enjambé, B. On passe à la question suivante. À la base, Pessah est un korban, une ville Ir ou un sacrificateur Kohen? Je dirais la A. Ah, moi je sais pas du tout. Je dirais A Une aussi. réponse de la part de Chirel. C'était A. Ça fait 1-1. Oui, Pessah, c'est le sacrifice de Pessah à la base. On prenait une bête et puis on la sacrifiait. Donc, Chirel, tu remontes la pente. 1-1, c'est très serré. Le truc n'a pas encore commencé, mais... bon, non, mais on a un bon niveau quand même. Allez, c'est parti. Comment s'appelle le plateau du Seder en hébreu? Est-ce qu'on dit Magash HaSeder, Ka'arat HaSeder ou Hamgashit HaSeder? Moi je dirais la A, mais je suis pas sûre. Moi je dirais la B. Alors, est-ce que c'est Magash HaSeder, réponse A, Odélia, ou est-ce que c'est Ka'arat HaSeder, réponse B, avec Chirel? Alors, Odélia, dans l'absolu, tu as raison. Magash, ça se dit plateau. Plateau se dit Magash, pardon. En fait, c'est soit la A, soit la C, je sais pas. Eh ben, on a en fait, c'est B. Ka'ara. Ka'ara, c'est un bol. Ka'ara, c'est un bol. Odélia, bravo. J'ai pas la mauvaise réponse. C'est Chirel qui a dit la bonne réponse. Ka'ara, c'est un bol parce que, eh ben, je sais pas pourquoi, en hébreu, ben, on ne dit pas que c'est un plateau de Pessah, on dit que c'est un bol de Pessah. C'est bizarre, ok. Ouais, c'est hyper bizarre, mais c'est comme ça. Ka'arat HaSeder. Si vous dites aux Israéliens Magash HaSeder, ils vont pas comprendre. Hein. C'est Ka'arat HaSeder. C'est le bol de. Et Hamgashit, ça n'a rien à voir. Hamgashit, c'est quand on te donne ton truc dans un. Oui, qui se ferme et qui reste chaud. Oui. C'est ça. Un plat hermétique. Donc rien à voir. Un quoi? T'as dit, Chirel? Un plat hermétique. Oh, si tu veux. On sent bien l'accent du sud, hein, chez Chirel, hein, en tout cas. Hein. Odélia, tu n'as pas trop l'accent toulousain? Non, moi, j'ai pas l'accent toulousain. Ok. Eh bien, tant mieux. Non, je plaisante. Chirel, 2-1 pour Chirel. Attention, prochaine question, on accélère. On dit dans le Kiddush, Zman Cherutenu. Cherut a un synonyme plus connu. Lequel est-il? Avdut, Simcha, Chofesh. Je dirais la A. Vous êtes sûr? Oui. Est-ce que vous voulez pas faire une deuxième Alors la C. Moi, je dirais la A ou la C, mais ça me paraît plus logique la A. Chirel, toi, tu dis la A ou la C. Ah, pareil. Bon, bah, c'est une mauvaise réponse puisque vous avez dit la A. Ouais, c'était la C? C'était la C. Et t'avais hésité, Odélia, en plus. Hein. Ouais, j'avais hésité. Mais les deux sont contradictoires, donc c'était à double tranchant. Exactement, c'était complètement contradictoire. Avdout, c'est l'esclavage. Et Chofesh, la liberté. Donc en fait, dans le Kiddush, on dit Zman Cherutenu, le temps de notre liberté. Cherut, ça veut dire Chofesh. Que veut dire Chofesh également aussi? Quelqu'un sait? Les vacances. Les vacances. Bah oui, les vacances, c'est la liberté. Bon, on reste toujours à 2-1 pour Chirel. Chirel, pour l'instant, tu n'as pas répondu beaucoup, mais tu mènes la barque. Hein. Tu t'en sors bien. Attention, question 7. Que veut dire Yachatz, verbe lachatzot? Il rassemblera, il divisera en deux ou il traversera. La réponse B. Ouais, la B. B, il divisera en deux. C'est Odélia qui a donné la bonne réponse. 2 pour les deux. Alors, il rassemblera, non. Il divisera, oui. Parce que la khatzot, ça veut dire diviser. Dans ma tête, je pensais à qu'est-ce que ça voulait dire. En plus, je le connais, le mot. Bah ouais, ça vient de khatsi, la moitié. Et ça veut dire aussi traverser. La khatzot est akvish. Traverser la route. Ah, donc les deux étaient la B et la C. J'ai dit la B et la C, ça aurait pu être pareil.
Ouais. J'ai dit exactement pareil. Odélia? Non, c'est ce que j'avais demandé aussi, si les deux étaient bons, du coup. Ouais. Bon, alors c'est 2-2. On continue. Comment s'appelle la moitié de Matza que l'on cache? Aquaman, Superman ou Afikoman? Ah, c'est Odélia qui l'a dit au premier. C'est... Non. Mais on a dit en même Ah temps. bah, je suis désolé. Il faut arranger ton Wi-Fi, Chirel. Elle va mettre la faute sur la connexion Internet. Allez, vas-y. Odélia te dit c'est Afikoman. Oui, en effet, c'est Afikoman et c'est pas Superman. Voilà. Ça rime. Le texte Al-Armania se termine par l'année prochaine, nous serons libres. Alors, comment c'est dit? La Shana Haba Be'arad Israël, le Shana Haba Bnechorin, o Hashata Avde. La B. La A. La B pour Odélia, la A pour Chirel, et c'est la B, la Shana Haba Bnechorin. L'année prochaine, nous serons des hommes libres. Ça fait 4-2 pour Odélia. Chirel, voilà. On va passer à la question 10. Tu as tout le temps de te rattraper, Chirel. Ne t'inquiète pas. Rappelle-moi, il y a combien de questions en tout? 20 questions. Chirel, ne perds pas espoir. Pessar, c'est la fête de l'espoir et de la liberté, Chirel. Donc c'est bon, Chirel est regonflé à bloc, là, c'est bon. Mange un peu de matzah, ça va faire du bien. Attention, 10. Dans Manishtana, l'enfant pose la question « Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qu'il faut manger? Ou à quelle heure finit le seder ?» Réponse A. Alors, je l'ai entendu par Chirel en premier. Qu'est-ce qui a changé? Et c'est une bonne réponse, évidemment. J'entends pas du tout de cris de joie, etc. On va crier, on est seul. Ah oui, c'est vrai. Il y a des voisins en même temps, je peux comprendre. Donc, ça fait 4-3. Ça redevient serré. En effet, Manishtana, qu'est-ce qui a changé? Dans cette section, on liste les célèbres diplés. Comment les appelle-t-on en hébreu? Aseret Adibrot, Eser Makot, ou Shnei Massar Shvatim. La B. Je dirais la A, mais je suis pas sûre. Qui a dit la B? Qui a dit la A? Moi, j'ai dit la B. Moi, j'ai dit la A, mais en fait, je crois que c'est la B. C'est une très bonne réponse de la part de Chirel, qui égalise 4-4. En effet, c'était Esser Makot, les 10 plaies. Aseret Adibrot, c'est les 10 commandements. Ah, d'accord. C'est pas exactement au même moment, c'est après. Ouais, ça me disait quelque chose. Ça dépend. Délia, toi, t'es un petit peu en avance. Toi, c'est les 10 commandements. Ouais. Tu veux pas les 10 plaies. C'est pour ça. Il y avait les 10 plaies avant, quand même. Très bien. Et Shnei Massar Shvatim, les 12 tribus. Alors là, on était ailleurs complètement, évidemment. Attention, 12e question. Quelle plaie nous fait nous gratter la tête? Kinim, Sfardea ou Arov? A. Alors, A, c'est une bonne réponse et c'est Odélia qui l'a donné en premier. Kinim, c'est l'époux. L'époux. Voilà. Sfardea, c'était la grenouille. Et Arov, c'est quelqu'un sait? C'est les sauterelles, non? Non, c'est pas les sauterelles. Les bêtes sauvages. Les bêtes sauvages. Pourquoi ça s'appelle Arov? On sait pas. Allez, on continue. Quelle plaie a causé un manque de lumière? Barad, Dame ou Rocher? C. A. Alors là, j'ai entendu exactement en même temps. La réponse C. Est-ce que c'est la bonne réponse? Enfin, je pense. Ah, je vous ai mis à doute, hein. Non, c'est avant, j'en suis sûre. Ah, elles sont sûres d'elle. Allez, le point va aux deux. 6-5 pour Odélia. C'était évidemment Rocher. L'obscurité. Barad, c'est la grêle. Et Dame, c'est le sang. Quelle plaie a provoqué un très mauvais temps? Arbé, Shechin ou Barad? C. La B. B pour Chirel, C pour Odélia. C'est la réponse C, la bonne réponse, c'est Barad, la grêle. Shechin, c'est un mauvais temps, mais sur la peau, tu vois, c'est une mauvaise peau. C'est les ulcères, les boutons. Et Arbé, c'est les sauterelles. Ça assombrit un peu le ciel, j'aurais pu dire ça. Et Barad, c'est la grêle, évidemment, c'était vraiment très difficile à supporter. Un bon point pour Odélia, qui mène la partie pour l'instant avec 7-5. Attention, il nous reste 6 questions. Tout peut arriver. L'étymologie du mot matzah n'a rien à voir avec un des mots suivants. Les matzot, épuisés et saurés. Limtso, trouvé, ou mitz, du jus. C. B pour Odélia. Chirel, C. Oui, mais Odélia, je crois qu'elle a dit la C, non? Ouais, j'ai dit la C, mais en fait, je crois que c'est la B. Je sais pas. Mais quelle mauvaise joueuse, celle-là. Elle profite que j'ai pas bien entendu. Ben oui, je me fais vieux. Oui, j'entends plus très bien, en effet, Odélia. Non, vraiment. Comment ça prend de l'âge? C'est ça que tu voulais insinuer?
Non, mais au niveau des lettres, en fait, au niveau de la racine, peut-être que. Ouais, non, mais écoutez, comme Chirel de tout à l'heure, c'est un petit peu, elle a failli me rentrer dedans là, elle m'a repris à l'ordre, moi qui voulais faire mon dictateur. Je vais devoir respecter les règles malheureusement. Comme j'ai eu 2 mauvaises réponses, le point ne va à personne. C'était B, c'était limtso, trouver, n'a rien à voir avec matzah. En fait, matzah, ça vient de l'ematzot qui veut dire essorer, épuiser, puisqu'il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau dans la matzah. D'accord? C'est du pain qui est complètement... Il n'y a pas une goutte d'eau, quoi. C'est complètement sec. Alors, mitz, c'est pareil, c'est le fruit qu'on a bien essoré. Donc, limtso, trouver, n'avait rien à voir dans ce cas-là. Maintenant, vous connaissez l'étymologie de matzah. Vous pourrez faire un seder où vous brillerez en société. Attention, on continue avec les 5 dernières questions. À Pessah, on appelle les convives mesubim parce que le vin leur tourne la tête, parce qu'ils sont assis autour de la table ou parce qu'on fait tourner le plateau au-dessus de leur tête. B pour Odélia. Chirel? C pour Chirel. C'est la bonne réponse était B, parce qu'ils sont assis autour de la table. C'est une bonne réponse pour Odélia. Oh, trop nul. Ouais, bah oui, c'était ça. Ça aurait pu être C, mais c'était pas C. Ils sont assis autour de la table, d'où le mot mesubim, comme le sévivon, la toupie qui tourne sévivon, vous entendez les mêmes lettres, Samer et bête. Voilà, c'est un rapport avec quelque chose qui tourne. Attention, tout peut arriver. Chirel, tu peux encore te rattraper. C'est parti. Que veut dire le mot seder? Ordre, désordre, étape. A. On a déjà eu A. Exactement. Et c'est Chirel qui a eu la bonne réponse parce qu'elle a été rapide. Ouais. Je me suis trompée la première fois, pas la deuxième. C'était pour voir si vous suiviez. Prochaine question. Tsafoun. Que veut dire tsafoun? Le nord, rassasié ou caché? A. Et non, c'est caché. C'est pas tsafoun. Tsafoun. Ah, les oreilles. Non, tsafoun, en effet, ça ressemble à tsafon, le nord. Mais non, ça veut dire caché. Et c'est parce que c'est l'étape du seder où on va récupérer la ficomane qui a été cachée sous la nappe ou ailleurs. Voilà, pour ça que ça s'appelle tsafoun. Ok. La petite histoire, ça aide. T'aimes bien les pièges quand même, hein? C'est un jeu en même temps. Je vous donne la réponse, vous devinez la question, c'est ça le jeu? Attention, c'est parti. 2 dernières questions, tout peut arriver. Dans le chant très connu de Echad Miyodea, jusqu'à quel nombre va-t-on? Shnei Massar, Achad Assar, Shlosha Assar. Shlosha Assar. Ah, c'est Odélia qui a donné la bonne réponse. Shlosha Assar, c'est 13. Il fallait dire le numéro C, c'est bon. Elle a dit Shlosha Assar. On va donner la bonne réponse, Chirel. Mais Chirel, mais quelle mauvaise foi. My God. Eh, Chirel, j'aurais pas envie de passer un CDR avec toi. Hein. À chaque fois que je lis un truc, elle m'aurait repris. Non, c'est pas ça. T'as pas dit, t'as pas bien lu. Mais Chirel, ça doit être un enfer, Pessah, avec toi. Là, t'as eu la bonne réponse, il faut le dire. T'as été bonne sur tout le coup. Là, c'était pas bon, il faut le dire, Chirel. Oh. Dernière question, les filles. Odélia, Chirel, comment ça se passe? Ben, ça va. Ouais, ça va, pas trop. Et Soré, c'était la question. Je vous ai dit que ça allait pas être facile. Hein. C'est la sortie d'Égypte. Faut pas oublier. Non, mais c'est bien, on apprend tous les jours, surtout avant la fête, c'est sympa. Voilà. Bon, attention, dernière question. À la fin de la Haggadah, on dit la phrase Leshana Haba'a Berushalayim Habnouya. Leshana Haba'a Berushalayim Habnouya. Quel souhait formule-t-on par cette phrase? La reconstruction d'un nouveau canyon à Jérusalem? Une visite au Kotel? Ou la reconstruction du temple de Jérusalem? Ah, vous l'avez dit en même temps. Allez, je vous donne le point en même temps. Alors, si je compte bien, c'est Odélia qui remporte la partie avec 10-7. Odélia, c'est toi qui remporte cette partie. Je vais m'adresser à la vainqueur. Je sais pas, ça se dit pas au féminin encore ce mot, c'est bizarre. Odélia, comment ça s'est passé? Ça va? Ouais, ça va, c'était très cool. Bah, j'ai eu plusieurs pièges en fait à cause des mots en hébreu que je connais qui ont pas forcément la même signification dans l'ancien hébreu. Ouais. Non, c'était chouette, on apprend. Enfin, j'ai beaucoup appris. C'était sympa, D'accord. merci. Et t'as bien rigolé, j'ai l'impression. Hein?
Ouais, c'était marrant. Tu t'es foutu de moi surtout, hein? Non, ça va. Ouais, ben, bien sûr. J'ai vu tes ricanements et tout, hein. Bon, t'inquiète pas, Odélia, comme t'as gagné, je te pardonne tout. Chirel. Non, t'as perdu, mais t'as mis une énergie folle. T'étais complètement dedans, une énergie incroyable. Juste pour ça, je te félicite. Merci. D'accord, attention, l'année prochaine, Odélia et Chirel, je vous reprends pour le même jeu. On verra si... J'ai remarqué qu'on dit toujours la même chose chaque année dans les fêtes. C'est-à-dire on dit exactement les mêmes mots. Alors, les parents, ils disent la même chose aussi au même moment pour se renouveler. Qui se répète. Ouais. Odélia, Chirel, merci beaucoup pour votre participation. C'était super. On voit que les femmes sont plus courageuses que les hommes parfois. J'ai l'impression, même toujours. Donc, je vous rends vraiment hommage. Et je vous souhaite de très bonnes fêtes de Pessah. Pessah, Kacher, Vesameach. Merci. Chag Sameach. Leitraot. Chag Sameach. Et c'est déjà fini. Merci d'avoir été en notre compagnie pour ces 2 heures de programme. Ça file vite. Et je tenais à remercier, au nom de toute l'équipe de l'Action Jeunesse, les chroniqueurs en herbe. Il y en a quelques-unes autour de nous. Judith, Léana, Inès, Sacha et tant d'autres qu'on va retrouver, Jonas et Déborah, pour une 4e émission de la Noé TV. C'est en mai. Autour de quels événements? De Yom HaShoah, Yom HaZikaron et Yom HaAtzmaut. Ces 3 fêtes qui sont très importantes, 3 célébrations qui réunissent d'ailleurs l'ensemble des mouvements de jeunesse. Et on vous souhaite à tous un Pessah Kacher Vesameach et solidaire. À très vite.